Imaginez une seconde ce scénario glaçant. La personne même à qui vous confiez la sauvegarde de votre vie, de votre famille, de tout un peuple, se révèle être l'ombre qui vend chacun de vos secrets à une puissance étrangère. C'est le cœur même de l'État qui est exposé, mis à nu par un agent double, infiltré jusqu'au plus haut sommet du pouvoir. Durant plus d'un an et demi, soit exactement 18 longs mois, chaque décision, chaque faille, chaque confidence stratégique, chaque mot prononcé derrière des portes closes est livré, quasiment en temps réel, à un service d'espionnage étranger. Personne ne se doute de rien, pas le moindre soupçon, jusqu'au jour où une brèche immense menace de faire s'effondrer tout l'édifice d'un État souverain. Rien n'échappe à cette taupe. Imaginez la gravité. Des plans ultra confidentiels sont copiés, des opérations de sécurité sont communiquées, et même les itinéraires les plus secrets du président sont transmis à l'ennemi. Pire encore, ces fuites ne servent pas qu'à satisfaire la curiosité d'un service rival. Elles alimentent la préparation d'assassinats ciblés, la programmation de déstabilisation massive, des scénarios où chaque détail transmis pourrait coûter la vie au chef de l'État, plonger la nation dans le chaos et faire trembler tout un continent. C'est un jeu d'échecs mortel où le moindre faux pas peut entraîner la chute de toutes les pièces. À cet instant critique, alors que tout semble perdu, un retournement spectaculaire s'opère. Le président, épaulé par son chef du contre-espionnage, décide de prendre le risque ultime. Le traître, celui que tout le monde croyait intouchable, va devenir la clé d'un piège sans précédent. Non seulement il met ainsi un terme à 18 mois de manipulation, mais il retourne la menace contre ses instigateurs, offrant à son pays une opportunité historique de démanteler le réseau adverse et de restaurer sa souveraineté. C'est l'occasion, rarissime dans l'histoire, de transformer une faiblesse mortelle en atout décisif. Dans l'ombre, une guerre silencieuse se joue. Ici, la moindre erreur est fatale. Un mot de trop, une hésitation, et c'est la mort, la chute du régime, l'effondrement de la nation entière. Comment un État peut-il neutraliser une telle infiltration sans perdre ni la face, ni le contrôle, ni la sécurité ? Dans cette partie, l'échec n'existe pas. Perdre, c'est risquer l'assassinat des dirigeants, la dislocation du pouvoir, l'effondrement de toute la structure nationale. Mais comment en est-on arrivé à une telle situation où tout semblait perdu ? Pour le comprendre, il faut remonter à la source, là où tout a commencé. Tout commence comme dans un roman noir, par une faille minuscule, une faiblesse exploitée par l'ennemi. C'est dans les coulisses du pouvoir, là où chaque décision façonne l'avenir, que s'ouvre la première brèche. Rien ne laissait présager la tempête à venir, et pourtant, tout a commencé par un soupçon glacial. Un matin, alors que la routine du pouvoir battait son plein, le chef du contre-espionnage entra dans le bureau présidentiel, le visage fermé, la voix plus grave que jamais. « Monsieur le Président, nous avons identifié la source de la fuite. » Le nom tomba, lourd comme une condamnation à mort, le colonel Amadou Diabaté. Officier d'élite, responsable de la sécurité présidentielle, il était le gardien des secrets de la nation. Durant 18 longs mois, il avait livré la patrie à une puissance étrangère. La confiance absolue qu'on lui témoignait avait masqué sa trahison derrière le masque parfait de la loyauté. Chaque jour, la vie du chef de l'État, la stabilité du gouvernement, la sécurité des citoyens étaient exposées, livrées au Mossad. À tout moment, un assassinat, un sabotage, une déstabilisation totale du pays pouvaient être déclenchés à l'initiative d'un service étranger. Quand la vérité éclata, ce ne fut pas la surprise qui domina, mais une confirmation glaciale des pires pressentiments. Depuis des mois, le président pressentait une faille, sans jamais pouvoir en identifier l'origine. Maintenant, tout était clair. Amadou Diabaté était le traître. Mais ce colonel n'était pas n'importe qui. Son recrutement ne relevait pas du hasard. Tout avait commencé lors d'une formation à Tel Aviv, sous couvert de coopération internationale. Le Mossad avait déroulé son processus classique. D'abord une approche amicale, chaleureuse, presque fraternelle, puis, lentement, l'installation d'une confiance, de liens professionnels et personnels. Enfin, la proposition d'un partenariat stratégique, camouflé sous la forme d'un contrat de conseil anodin. Les premiers paiements étaient modestes, 5 000 $ chaque mois. Mais après quelques mois, dès que Diabaté avait prouvé sa valeur, sa rémunération explosa à 25 000 $ mensuels. En 18 mois, il avait amassé près de 850 000 $. L'argent n'était pourtant qu'un levier. Le plus grave, ce fut la nature évolutive de ses missions. On ne lui demandait plus seulement des analyses ou des opinions, mais d'exfiltrer des informations ultra sensibles. Plans de sécurité, dispositifs de défense, emplacements secrets, itinéraires détaillés du président, protocole de protection rapproché.
Il était devenu la pierre angulaire d'un dispositif d'espionnage niché au cœur du palais présidentiel. Nos secrets, nos vulnérabilités, nos réactions étaient transmis en temps réel à l'ennemi. L'équilibre des forces, la crédibilité de l'État, tout reposait sur la fidélité d'un seul homme désormais corrompu. Pendant 1 an et demi, chaque réunion stratégique, chaque décision cruciale pouvait être connue, analysée, exploitée par une puissance étrangère. À chaque instant, le spectre d'un assassinat présidentiel, d'un sabotage national, planait au-dessus du pays. Imaginez un instant si, à la veille d'un sommet international, l'itinéraire secret du président était intercepté, permettant à l'ennemi de planifier une embuscade. Ou encore, si trop tard, si les plans de défense d'une base militaire étaient retransmis, rendant possible une attaque surprise capable de désorganiser toute la chaîne de commandement. Ces scénarios ne sont pas de la fiction. Ils sont le quotidien des États confrontés à l'espionnage de haut niveau. Mais la découverte de la trahison n'était que le début d'un combat complexe. Le vrai défi consistait à reprendre la main, à transformer la faiblesse en force, à retourner l'arme de l'ennemi contre lui-même. Pour cela, il fallait plus qu'une réaction immédiate. Il fallait une stratégie d'ensemble, une vision à long terme. Pour reprendre l'initiative, il s'agissait d'abord de mesurer l'étendue du réseau. Combien d'autres agents avaient été recrutés? Jusqu'où s'étendaient les ramifications de la toile d'espionnage? Quels étaient les prochains objectifs de l'ennemi? C'est là que commence le véritable travail de contre-espionnage, souvent invisible, mais décisif pour la survie du pays. L'expérience de la guerre froide, par exemple, regorge de cas similaires. Aux États-Unis, l'affaire du colonel Aldrich Ames, espion pour l'URSS, avait montré à quel point un seul individu pouvait mettre en péril la sécurité d'une superpuissance pendant plus de 10 ans. Et si l'ennemi juré devenait votre arme la plus redoutable? Imaginez capturer celui qui a trahi votre nation, celui qui a vendu vos secrets au Mossad. Désormais, il est à votre merci. Son destin, sa liberté, sa vie, tout dépend d'un choix immédiat. Coopérer sans réserve ou finir ses jours dans l'ombre d'une cellule oubliée de tous. L'ultimatum est sans appel. Diabaté sait que la moindre hésitation équivaut à la condamnation à perpétuité. Il n'a plus d'issue. Mais ce n'était que le début d'un jeu bien plus vaste. Neutraliser la menace ne suffit pas, il faut l'inverser. L'agent double, sous une surveillance implacable, devient l'instrument du contre-espionnage. Chaque geste, chaque communication, chaque contact avec le Mossad est désormais enregistré, analysé, disséqué. Rien ne lui appartient plus. Il est un pantin manipulé par la main invisible du service. Tout est orchestré avec une précision chirurgicale. Des rapports sur mesure, truffés de demi-vérités et de fausses pistes, sont fabriqués pour tromper le Mossad. Chaque document transmis, chaque conversation enregistrée, chaque indice offert vise à retourner le service israélien contre lui-même. On multiplie les fausses informations, fuites savamment mises en scène sur des projets de défense fictifs, recrutement de faux agents censés infiltrer les sphères stratégiques, des informations pointilleuses sur les capacités nationales. Le Mossad, persuadé de tenir un atout précieux, se laisse lentement piéger. Ce type de retournement n'est pas inédit dans l'histoire du renseignement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques avaient mené l'opération Double Cross, où plusieurs espions allemands capturés furent retournés et utilisés pour transmettre de fausses informations à l'Abwehr. Cette opération permit de désorienter la machine de guerre nazie et d'induire en erreur les plans d'invasion de l'Angleterre. La tension ne baisse jamais. Un mot de travers, un geste suspect, et la supercherie s'effondre. La moindre erreur ruinerait des mois de travail, sacrifierait la sécurité nationale, la vie d'agents infiltrés, la réputation internationale du pays. Toute la réussite de l'opération repose sur la capacité à manipuler le fil du mensonge sans jamais le rompre. Dans ce monde, la vérité est une arme à double tranchant. La contre-offensive se déploie dans l'ombre, méthodique, silencieuse mais terriblement efficace. L'arme la plus puissante ne fait aucun bruit. Elle s'insinue dans les esprits, sème le doute, retourne la force adverse contre elle-même. Jusqu'où ce jeu d'ombre peut-il aller? Jusqu'où s'étend le réseau qu'il faut démanteler? L'opération ne s'arrête pas là. Il reste à frapper au cœur du réseau, à mettre au jour les ramifications insoupçonnées de cette toile d'espionnage. Ce qui paraissait n'être qu'un incident isolé masquait en réalité une toile d'araignée d'une ampleur sans précédent, étendue à travers plusieurs frontières. L'enquête révéla rapidement la présence de 12 agents et officiers du Mossad, méthodiquement placés au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Chacun avait infiltré les cœurs des structures nationales, profitant de méthodes de recrutement quasi identiques. Promesses discrètes, pression habile, chantage et menaces à demi-mot pour sceller le silence des cibles locales.
Cette stratégie d'infiltration rappelle celle utilisée par la Stasi en Allemagne de l'Est, qui dans les années 70 et 80 parvint à placer des centaines d'agents dans les institutions clés de la République fédérale allemande, semant la méfiance et paralysant toute initiative de réforme. La stratégie de Tel Aviv était chirurgicale, presque mécanique. Repérer les éléments prometteurs, les envoyer en formation à l'étranger, puis les retourner, les liant par un flux constant de récompenses sonnantes. À chaque nouvelle recrue, les brèches dans la sécurité s'agrandissaient. En moins de 2 ans, ces 12 agents étaient devenus les yeux et les oreilles d'Israël dans les palais présidentiels et les états-majors militaires africains. Mais cette fois, l'Afrique refusa de subir passivement. Une alliance inédite entre les services de contre-espionnage du continent vit le jour, permettant de surveiller, consigner et archiver chaque geste suspect. Communication, transfert, déplacement dans les capitales, tout était analysé, partagé en temps réel entre les 4 membres de la coalition régionale antiterroriste. Il ne s'agissait plus de traquer un seul traître, mais de cartographier un réseau entier, de Bamako à N'Djamena, de Ouagadougou à Niamey. Face à l'ampleur du danger, il fallut oser l'impensable, lancer une opération coup de poing, parfaitement synchronisée, pour neutraliser simultanément tous les agents du Mossad sur le continent. Le plan était d'une audace extrême, démantèlement coordonné à 4 heures du matin, dans chacune des 4 capitales ciblées. La moindre erreur de timing risquait de tout faire basculer. Une fuite, la destruction de preuves, ou même des représailles immédiates téléguidées depuis Tel Aviv. La tension atteignit son paroxysme. L'intégrité de chaque nation était en jeu, tout comme la crédibilité de l'alliance nouvellement forgée. Si un seul agent parvenait à s'échapper, il emporterait des secrets inestimables, mettant en péril la sécurité de toute la région. C'était une course contre la montre, contre la méfiance, contre la peur d'une infiltration totale. Mais pour la première fois, les États africains imposaient leur cadence, refermant leurs filets sur les prédateurs qui les avaient longtemps observés. Au petit jour, le continent retint son souffle. L'heure de vérité approchait, et chaque seconde comptait. Pour remporter la guerre de l'ombre, il fallait faire jaillir la lumière, tout montrer, tout prouver, sans rien dissimuler. Après de longs mois d'enquête, l'ultime épreuve s'annonçait. Le gouvernement décida de convoquer une conférence de presse internationale déterminée à imposer sa version des faits. Les projecteurs du monde entier convergèrent vers la salle. La tension était palpable. L'heure de vérité sonnait. Il s'agissait de révéler l'étendue inouïe de la trahison. Sur un écran immense, les preuves défilèrent, implacables. Relevés de virements, messages chiffrés, extraits de vidéos de réunions clandestines, diagrammes dévoilant la mécanique complexe des sociétés écrans et la carte du réseau d'espionnage. Les journalistes retinrent leur souffle, tandis que le président détaillait chaque élément, d'une voix calme et implacable. Paiement après paiement, conversation après conversation, chaque visage lié au scandale fut exposé, sans échappatoire, devant l'opinion mondiale. La stratégie de nommer pour détruire vint de frappe à juste. Plus personne ne pouvait nier l'ingérence israélienne, même les partisans les plus acharnés. Les responsables, cités un à un, virent leur nom et leur honneur pulvérisés en direct. Les diplomates israéliens tentèrent aussitôt de riposter, mais la force des preuves les précéda et les isola. L'effet domino ne tarda pas. Dans les premières heures, plusieurs nations africaines lancèrent des enquêtes, convoquèrent leurs ambassadeurs, suspendirent des accords sensibles. Pour la première fois, le continent africain inversait les rôles. Il refusait d'être relégué au rang de victime et imposait sa propre narration. Sur les réseaux sociaux, la population se souleva derrière ses dirigeants. Les médias locaux martelèrent le message « La souveraineté, désormais, ne se discute plus ». Grâce à une communication parfaitement maîtrisée, le pouvoir se consolida, la confiance renaquit et la crise devint un avantage tactique. Mais l'exercice était risqué. Mal orchestrée la révélation, c'était risquer d'aggraver les fractures internes, d'alimenter la désinformation ennemie ou de semer le doute chez les alliés. La moindre erreur de mise en scène pouvait déchirer le consensus, offrir des armes à la manipulation ou précipiter la chute de la crédibilité gouvernementale. Dans la guerre de l'information, la lumière devait être totale, mais jamais aveuglante. La précision et le sang-froid étaient bonavitaux. La leçon s'imposait. Pour vaincre l'ingérence, il fallait plus que neutraliser l'ennemi. Il s'agissait de retourner la menace, de transformer chaque preuve en outil de reconquête, chaque crise en tremplin. L'indépendance du continent se construisait dans l'exposition et la maîtrise du récit. Mais la bataille publique n'était qu'un début. Derrière les caméras, de nouveaux fronts s'ouvraient, exigeant vigilance et adaptation.
Ce n'est ni la technologie ni la force brute qui protègent une nation, mais l'intelligence de retourner la manipulation contre l'ennemi, de transformer le traître en arme décisive et de bâtir une renaissance stratégique sur l'échec même de la surveillance étrangère. En démantelant ce réseau d'espionnage, en exposant chaque maillon, chaque complice, les dirigeants africains lancèrent un message sans équivoque au monde. La souveraineté ne s'achète ni ne se brade. L'intelligence, la vigilance et la solidarité forgent la vraie sécurité d'un État moderne, bien au-delà des murs, des frontières ou des codes secrets. L'histoire retiendra cet épisode comme un tournant. L'Afrique n'a pas seulement déjoué la plus périlleuse infiltration de son époque récente, elle a su convertir la trahison la plus profonde en levier de puissance collective. Le traître démasqué n'a plus été une faiblesse mais le pivot d'un retournement. Ainsi, le continent entier s'est éveillé à l'urgence d'une coopération inédite pour protéger ce qui fait sa force, la confiance et l'unité. Mais il ne faut jamais céder au triomphalisme. Le risque demeure, immense et insidieux. Fermer les yeux face à l'ingérence, c'est déjà préparer la prochaine faille, le prochain chaos, la prochaine manipulation ourdie dans l'ombre. Refuser d'apprendre de cette crise, c'est condamner la souveraineté à n'être qu'un mot creux. À l'inverse, apprendre, partager et renforcer la coordination continentale, c'est ériger des remparts invisibles mais indestructibles. C'est refuser que l'histoire bégaie. C'est transformer chaque tentative d'intrusion en occasion d'innover, de progresser, d'unir ses forces. Le passé offre d'ailleurs de nombreux exemples à méditer. Dans les années 50, l'affaire des 5 de Cambridge avait mis à mal la réputation du renseignement britannique, mais elle avait aussi poussé tout le Commonwealth à renforcer radicalement ses procédures de sécurité et à instaurer une culture du contre-espionnage inédite. Désormais, chaque citoyen, chaque dirigeant, chaque agent du renseignement africain porte la charge de cette vigilance collective. La sécurité ne peut plus être l'affaire de quelques-uns, c'est l'enjeu de tous. Car le prix de la naïveté, nous le savons, se paie en vies trahies, en secrets éventés, en destins nationaux mis à nu. Le véritable pouvoir réside aujourd'hui dans la mémoire de ce qui s'est passé, dans la transparence des institutions et dans la capacité à faire front commun. Plus jamais la confiance ne sera donnée sans contrôle. Plus jamais un traître n'agira dans l'ombre sans être repéré, isolé, retourné. Pour tirer pleinement les leçons de cette affaire, les États africains peuvent mettre en place des formations régulières de sensibilisation à la sécurité, développer des logiciels de détection des comportements suspects au sein des institutions et instaurer des procédures d'audit interne systématiques chaque trimestre. Ce n'est qu'en restant constamment sur nos gardes que l'Afrique pourra écrire la suite de son histoire sur la scène mondiale. La leçon est désormais gravée. Toute menace peut être retournée, tout espion peut être démasqué, toute ingérence peut devenir le tremplin d'une maturité collective accrue. En pratique, cela signifie investir dans la formation continue des agents, établir des partenariats entre services de différents pays africains et créer des bases de données partagées pour suivre les mouvements suspects à travers le continent. Restons donc vigilants. Ne laissons jamais croire à l'adversaire que la porte est entr'ouverte. Car la prochaine victoire ne reposera pas sur l'intelligence d'un seul, mais sur la mobilisation d'un peuple, d'un continent entier, prêt à défendre chaque fragment de souveraineté, chaque valeur, chaque secret. Pour renforcer cette mobilisation, il est essentiel d'inclure la société civile dans la sensibilisation, d'organiser des campagnes publiques sur les risques d'ingérence et de promouvoir une culture de la transparence et du patriotisme au sein de toutes les couches de la population. Ainsi l'Afrique, trahie mais debout, bâtira la forteresse invisible de demain, celle qui convertit chaque attaque en opportunité, chaque crise en union et chaque tentative de déstabilisation en affirmation de sa puissance retrouvée. Pour y parvenir, il faudra non seulement maintenir un haut niveau de professionnalisme dans les services de renseignement, mais aussi encourager la recherche en sécurité, valoriser l'expertise locale et s'ouvrir aux innovations technologiques qui permettent de détecter, d'anticiper et de contrer les menaces les plus sophistiquées. En conclusion, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une ère nouvelle où la vigilance, la solidarité et l'intelligence stratégique seront les piliers d'une souveraineté durable. L'Afrique, forte de l'épreuve traversée, peut désormais regarder l'avenir avec confiance, sachant que chaque tentative d'ingérence sera l'occasion de consolider sa maturité et son unité. Rappelons-nous, la sécurité n'est pas un état, mais un processus perpétuel d'adaptation, d'innovation et de résilience. La vigilance est notre meilleur rempart, et l'histoire, notre meilleur allié. Restons unis, restons lucides, et faisons de chaque crise le socle d'une puissance collective retrouvée.
C'est ainsi et uniquement ainsi que la souveraineté africaine pourra s'imposer durablement.